Bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent et puis merci à ceux qui continuent cette journée d'événements. Nous sommes dans le cadre du roadshow dédié à l'impression 3D, un événement qui est en partenariat avec F3DF et le fabricant Formlabs. Un événement qui a été un peu repensé, transformé par rapport au contexte. Donc ça va être rythmé par des conférences toute la journée. On a commencé ce matin à 11 heures et on aura cette session de début d'après-midi et également une conférence à 17h30, toujours animée par François, où on parlera de conception orientée et on terminera la journée par un retour d'expérience dans le secteur dentaire. On recevra 2 chirurgiens dentistes qui nous parleront à la fois de l'impression 3D mais aussi de numérisation de leur pratique. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y aura, je pense, des parallèles à faire avec différents secteurs d'activité. Alors du coup, on a également prévu un temps un peu plus confidentiel, un peu plus intimiste, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir vous recevoir, parler de vos projets sur un format maintenant assez connu dans certains salons de rendez-vous d'affaires où on puisse se retrouver dans un salon privé, toujours via les outils de Zoom, pour pouvoir parler de votre projet, voir effectivement comment on peut vous accompagner de manière individuelle. Donc, il y a une session qui a lieu cet après-midi, alors qui est complète, mais qui sera prolongée demain. Il y a encore des créneaux possibles. Je vous partagerai tout à l'heure l'agenda si vous souhaitez nous rejoindre en salon privé. Voilà, donc c'est une journée qui est bien chargée pour ceux qui suivront l'ensemble des conférences. On a reçu ce matin Mathilde Berchon et cet après-midi, je suis avec François Yves, que vous avez aperçu tout à l'heure et qui, je pense, nous présentera un peu plus qui il est et le programme de cette session. Tout à fait. Merci François d'être avec nous. Tu es où actuellement? Actuellement, je suis dans la salle voisine, dans le laboratoire F3DF. Donc, je vais vous mettre une petite vue là. Peut-être que vous voyez en haut à droite de votre écran. Voilà. Donc là, je suis entouré des petites machines que je vous montrerai tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on avancera ensemble, on va avancer ensemble un petit peu sur l'introduction déjà aux technologies résine, et puis après, on va faire un focus sur la Form 3L, donc de Formlabs, qui est une nouvelle machine, gros volume d'impression. Rapidement, pour introduire qui je suis, donc moi j'ai fait pas mal d'études dans l'impression 3D en école d'ingénieur, puis avec une expérience de 3 ans dans le médical, alors pas le dentaire, mais plutôt dans l'orthopédie. Je faisais des prothèses orthopédiques imprimées 3D en titane ou chrome cobalt avec des technologies d'impression 3D. Voilà, j'étais responsable de tout le développement, l'intégration de ces technologies, la formation R&D opérateur, tout ce qui va autour de ces technologies-là. Suite à ça, je me suis lancé à mon compte maintenant, ça fait maintenant 2 ans et demi. Et donc, j'accompagne les entreprises, je teste des nouvelles technologies, j'installe les technologies chez les personnes. Voilà, je gravite tout autour du monde de l'impression 3D pour accueillir et pour conseiller le mieux possible les professionnels ou les particuliers qui souhaiteraient s'y lancer. Aujourd'hui, donc sur cette présentation qui va être assez courte, le but c'est qu'on fasse à peu près 30 minutes ensemble, pas plus, pour pouvoir avoir le temps de répondre à vos questions. On va du coup s'orienter sur la technologie SLA. Petit focus, la technologie SLA. Donc, Mathilde Bergeron vous a introduit un petit peu ça tout à l'heure. On a en gros 3 grandes familles, moi ce que j'appelle 3 grandes familles de technologies, même si on parle plutôt de 7, mais on peut les réduire à 3 dans le sens, on a les technologies qui utilisent des solutions d'extrusion de matière, que ce soit polymère ou métal. C'est extrusion de matière, donc on a une buse qui vient sortir la matière et la déposer sous forme de filament sur le plateau et ensuite les superposer couche par couche. Donc là, on a l'exemple de ce type de pièce avec du coup les limites, les avantages que cette technologie engendre, c'est qu'elle est très facile d'utilisation en général et ici surtout l'une des technologies les plus abordables actuellement, qui nécessite le moins d'installation en termes d'aménagement d'espace de travail et qui a notamment le plus de matériaux à disposition. Par contre, pour les points un peu moins positifs, on a donc une précision qui est du coup moindre. On a une vitesse d'impression aussi un peu plus lente parce qu'on a toute une tête qui vient se déplacer pour déposer la matière.
Donc, ces deux éléments-là font que de cette technologie-là une technologie très intéressante pour du prototypage, que ce soit du grand comme des petites pièces, et quelques pièces d'utilisation aussi pour des matériaux un peu plus performants, mais surtout quelque chose, encore une fois, une technologie très abordable. Deuxième grande famille, on a la technologie à base de poudre. D'accord. Donc la première, on avait une extrusion de matière. Là maintenant, on est à base de poudre qui du coup est déposée et ensuite solidifiée suivant plusieurs biais. Ça peut être un laser, ça peut être des gouttelettes cuites au four. Voilà, ça peut être tous ces éléments-là, mais en tout cas, on a une matière qui est de l'agglomération, de la fusion de grains de poudre. Donc par exemple, moi dans le métal, j'ai travaillé sur de la poudre de titane agglomérée, fusionnée même plutôt. Ici, cet exemple-là, c'est du polymère. Donc, on a pas mal d'acteurs aussi qui sont là-dedans. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on a une très belle cadence de production. On peut avoir des volumes très importants et une très bonne précision en termes de rendu. On voit quand même l'aspect granuleux. Hein, c'est pour ça que j'ai bien zoomé sur les photos pour qu'on voit un petit peu cet aspect-là. C'est aussi un peu la limite de cette technologie-là. Assez peu de matériaux pour l'instant disponibles, comparé en tout cas au FDM et aux résines, mais beaucoup d'acteurs qui se lancent dedans. Donc il y a une technologie qui a vraiment un très bel avenir. Limite aussi peut-être dans l'aménagement de l'espace de travail autour de cette technologie. Encore une fois, quand on travaille autour des poudres, on a du coup plus de contraintes. Et enfin, la dernière qui va nous intéresser, donc c'est la technologie à base de résine liquide. On a une résine dite photosensible, donc cette résine va se solidifier au contact de rayons lumineux d'une certaine longueur d'onde. Pour la description de la technologie en tant que telle, donc on est vraiment là-bas, c'est encore une fois, c'est quelque chose de liquide, d'accord. On a deux types de grandes technologies là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des technologies plutôt classiques dans le sens, donc c'est l'exemple de gauche avec un plateau d'impression qui vient descendre dans la solution et l'élément solidifiant arrive par le dessus. Donc ici, c'est un laser. Et on a des technologies, donc plus récemment, parce qu'encore une fois, la technologie SLA, c'est la première technologie d'impression 3D, donc c'est vraiment elle qui a lancé l'impression 3D dans les années 80. Donc c'était avec l'exemple de gauche. L'exemple de gauche est encore utilisé maintenant pour les technologies plutôt industrielles, de grosses productions, avec des très gros volumes. Maintenant, ce qui est l'une des technologies les plus utilisées actuellement et les plus vendues, c'est la technologie de droite. Donc tout est inversé, le plateau ne descend pas, mais le plateau monte. Et l'élément de solidification, la lumière, du coup, arrive par le dessous et passe au travers d'une vitre transparente pour solidifier couche par couche la matière. Avantage de cette solution, c'est qu'on a moins besoin de mettre de quantité de matière dans le bac, donc une impression, donc moins d'achat de matière. Après, on a aussi des très bonnes technologies en termes de précision et de rendu. On a en général souvent un volume d'impression un peu inférieur à la solution de gauche. Pour vous décrire un petit peu comment ça fonctionne, donc là on voit un petit peu un exemple de la forme 3L ici. On a bien donc le plateau qui commence, donc qui part au niveau du bac en bas, et ensuite le laser vient donc chauffer la matière. Donc là avec ma souris je vous montre, on a bien le laser qui vient du coup frapper un miroir. Ce miroir du coup va s'orienter, c'est pour permettre justement au laser de frapper toute la surface en question, d'accord, au travers du vitre. Donc on va solidifier localement de la résine qui du coup va ce qu'on appelle réticuler, hein, c'est des chaînes de molécules qui vont s'assembler pour changer d'état et devenir solide. Une fois que cet élément est solidifié, on a donc le plateau, donc exemple du centre, qui va monter d'un cran pour laisser la place justement à la future couche. Et donc là, le laser va à nouveau frapper le miroir et solidifier la matière localement. Et ainsi de suite sur la droite. Voilà, on continue de monter. Donc le plateau, vous voyez bien, commence au niveau finalement du film transparent à gauche et va monter petit à petit, couche par couche, pour arriver finalement à la fin, à la pièce finale. Donc encore une fois, on voit bien l'avantage ici, c'est qu'on a finalement relativement peu de matière à mettre dans le bac, puisque finalement, on a juste besoin d'avoir de la matière au niveau de l'impression. Je dirais 3 grandes familles, on pourra rajouter d'autres, mais on va résumer là-dessus. Le but, c'est pas non plus de vous faire un cours complet. On a 3 grandes familles. On a technologie dite SLA à base donc c'est un laser qui vient frapper, donc comme je vous disais, un miroir, donc c'est la solution de gauche, et ensuite solidifier la matière.
On a une autre technologie qui s'appelle plutôt DLP. Alors, on dit SLA, DLP, mais résumons celle-là en DLP, c'est Direct Light Processing. En gros, c'est un vidéoprojecteur placé en dessous du bac d'impression et qui va projeter sa lumière pour solidifier la surface. D'accord. Une dernière technologie, alors MSLA, ou qu'on appelle plutôt même LCD, parce qu'on utilise un écran LCD. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a juste des lampes qui viennent s'allumer ou s'éteindre, et ensuite on a un écran LCD qui va filtrer le passage de la lumière. Voilà, donc ici, par exemple, il laisse deux petits espaces de lumière pour faire cette fameuse bague. D'accord? Voilà. Donc ces trois grandes familles. La plus utilisée actuellement, parce que la plus facile d'accès en termes de coût, c'est la LCD, c'est la technologie la moins chère que l'on trouve actuellement. DLP SLA, on a des technologies donc beaucoup plus chères. Et donc là, dans notre cas, on va se concentrer sur une technologie plutôt donc à base d'un laser, qui est la spécialité de l'entreprise Formlabs. Rapidement, la différence principale entre ces technologies-là, c'est quoi à gauche? Donc on a un laser, donc la précision sur le plan XY, donc ça va être finalement le diamètre de focale du laser. Dans notre cas, il sera de 85 microns. D'accord? Par contre, un laser vient se déplacer d'un point A à un point B. Si jamais il fait une courbe, on aura une courbe parfaite. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des créneaux comme on pourrait avoir typiquement sur la technologie DLP, où là finalement on ne répond pas à un mouvement d'un laser, mais on répond finalement à des pixels qui vont donner la précision de la pièce, parce que finalement, encore une fois, quand on projette une image, on projette une image plate, on projette avec donc des pixels qui vont donner cette précision-là. Donc finalement, toute la précision des pièces issues des technologies DLP ou LCD ou des écrans LCD, ça va être finalement la puissance de la lumière et surtout la précision de l'écran LCD ou du projecteur. Voilà un petit peu. Donc nous, on travaille plutôt sur cette technologie-là à gauche, qui est du coup actuellement la technologie qui fait les choses les plus précises sur le marché en termes de qualité de rendu sur les technologies résine, sachant que déjà les technologies en tant que telles sont les technologies dans l'impression 3D qui font les pièces les plus précises actuellement de la technologie d'impression 3D. Concentrons-nous un peu sur Formlabs. Florian, tu voulais un petit peu introduire Formlabs, je crois. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette marque parce que c'est une marque qui est finalement assez récente et qui est un succès. Donc, aujourd'hui, c'est environ, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est le nombre de pièces imprimées sur Formlabs est gigantesque. Je crois que c'est 700 millions de pièces imprimées. Alors après, les chiffres sont indicatifs, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est une technologie qui a vraiment démocratisé l'impression 3D résine. Alors, ils sont présents dans le monde entier et ils sont très actifs en termes de recherche aussi pour pouvoir proposer des matériaux et surtout avec un état d'esprit qui est intéressant, et c'est ce qui a retenu notre attention, de rendre accessible et relativement simple l'accès à cette technologie qui à la base est quand même complexe. Alors, du coup, l'évolution a été très rapide et c'est assez étonnant et ça illustre bien, je trouve, la réalité actuelle. C'est-à-dire que le projet a commencé par un système de crowdfunding sur Kickstarter avec une idée d'imprimante et ça a été un succès très rapidement avec la forme 1 et d'année en année, parce que c'est quand même relativement récent, ils ont fait évoluer leurs produits pour arriver à quelque chose aujourd'hui de fiable et de simple à utiliser. Avec, on le verra, l'idée d'un écosystème. Ce n'est pas une imprimante, mais c'est le fait d'imprimer en résine. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, tout récemment, puisque c'est cette année qu'est sortie la dernière machine qui vient se distinguer un petit peu finalement de cette gamme de machines de bureau pour aller vers une gamme plutôt d'atelier avec un plus grand format. Voilà, donc ça, c'est intéressant et on le verra. François, je crois que derrière toi, tu as quelques machines et on pourra aller voir ce qui se passe de plus près. Tout à fait. Merci Florian. Hop, on va avancer un petit peu. Donc, présentation de la forme 3L, ici présente. Machine grand format.
L'idée donc de Formlabs dans les technologies, c'est un acteur un peu particulier dans le sens où il propose finalement une technologie, comme disait Florian, plutôt accessible en termes de coûts et surtout en termes d'utilisation. Donc ça, je vais y revenir un petit peu après. C'est pour ça que j'ai mis cette slide, c'est que en termes de qualité, on a des technologies. Donc je prends l'exemple de la Form 3 classique, qui est autour des 3500 € la machine seule. On est sur évidemment quelque chose de plus cher que les entrées de gamme qui peuvent atteindre les 200-300 € sur vraiment les entrées de gamme, mais avec une qualité qui est digne de machines vraiment semi-industrielles ou industrielles. Voilà. Pour la technologie en tant que telle, pourquoi on a une technologie qui est relativement précise? Encore une fois, je vous parlais d'un laser. Donc là, c'est un laser un peu particulier, c'est-à-dire que comparé aux autres solutions, on a une solution d'un laser fixé sur un chariot mobile. L'avantage de ce laser fixé sur le chariot mobile, ça va être quoi? Ça va être finalement de pouvoir diminuer l'angle entre l'émission du laser et le point où il vient frapper la résine. Plus on diminue cette distance-là, plus la précision de frappe du laser sera importante. Encore une fois, si on avait un seul miroir au milieu du volume d'impression, quand on va imprimer sur les extrémités du plateau, on n'aura pas la même précision que si on imprime en plein centre. C'est ce qui a été du coup mis en avant, et donc c'est un acteur unique dans cette solution-là, avec un type de laser donc monté sur un chariot. Voilà, donc on a l'émission du laser avec les miroirs, d'accord. Donc c'est la solution LFS, comme comme il est présent aussi dans cette vidéo. Donc avantage, plus de précision, un petit peu d'inconvénient forcément. Encore une fois, on n'a plus du coup un laser qui va seulement bouger avec un miroir sur toute la surface, mais on a aussi du coup un mouvement mécanique qui vient déplacer le chariot. Donc un petit peu plus de temps d'impression pour un meilleur rendu en termes d'impression. Dans les évolutions aussi sur Formlabs, on a du coup donc la lumière linéaire, mais on a aussi un type de bac flexible qui va permettre d'éviter donc un souci qu'on a de manière assez récurrente sur les technologies, c'est d'avoir les pièces qui viennent accrocher au plateau et donc qui viennent se casser pendant l'impression et du coup amener des défauts dans la pièce. D'accord. Donc ça, j'y reviens dans les formations, mais on a ce gros problème d'aspiration quand le plateau vient soulever du bac en tractant la pièce. Et donc avec un plateau souple, on réduit ce phénomène d'aspiration. Et donc le plateau est équipé de tendeurs spécifiques pour justement varier la tension de ce bac. Alors en termes de résultats, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc les formes 2 qui étaient les technologies précédentes, avec un laser classique et un miroir classique, et les formes 3 avec ce fameux chariot qui vient bouger de gauche à droite. Et donc pour une même pièce avec les mêmes types de paramètres, on a du coup, donc la photo nous montre un meilleur rendu en termes de qualité de surface. Pour la forme 3L, l'idée était donc de garder cette même solution de chariot mobile, sauf que le volume venant à s'agrandir, on a ajouté un deuxième système de laser. Donc on a en fait deux lasers sur cette technologie qui sont du coup décalés l'un à l'autre, et donc on peut grâce à ça imprimer sur toute la surface d'impression en une passe. Donc ici on a l'exemple, on a donc un chariot qui vient passer, donc on a bien les deux lasers qui viennent imprimer séparément du coup les deux extrémités de cette pièce-là qui est en cours d'impression. Donc c'est simplement un pack en gros de laser qui a été joint à l'autre pour justement réduire les coûts de développement et puis surtout pouvoir proposer quelque chose de plus fiable et plus rapidement. Le challenge est toujours le même, hein. C'est vraiment le leitmotiv de Formlab, c'était de continuer à rester accessible en termes de prix. Du coup, ils ont réussi un peu le pari de dire on va passer sur du plus grand format sans faire un gap de prix énorme et de rester sur un produit qui est du coup accessible. C'était vraiment ça l'idée. Et du coup, ils ont prolongé l'innovation qu'ils avaient fait sur la Forme 3 sur un plateau, là, cette fois-ci, avec un volume 5 fois supérieur, c'est ça, hein? Alors, justement, pour revenir par rapport aux détails d'impression, je vous ai mis ce petit schéma justement pour comprendre comment il fonctionnait. Donc, on a bien deux lasers avec, du coup, il y a forcément un point de jonction entre ces deux lasers qui peut éventuellement créer des marques sur vos pièces.
La solution, on a donc 10 cm de recouvrement du passage des lasers, hein, parce que là, on va dire que c'est le bac numéro 1 avec le laser qui vient bouger sur toute cette surface-là, et le deuxième, bah, voilà, il a toute cette surface-là. Donc, en fait, on a une zone de recouvrement des lasers, et le logiciel, donc je viendrai aussi un petit peu après, vous propose de choisir un petit peu quel type de pièce. Imaginons qu'on mette une pièce sur cette zone-là, et ben elle sera imprimée uniquement avec le laser 1, comme ça on n'aura pas de point de jonction entre les deux lasers. Voilà, donc ça, c'était ce qui a été proposé comme solution. Pour la technologie en tant que telle, on a exactement les mêmes précisions du coup en termes de déplacement que la forme 3 classique, sauf qu'on a une forme 3L. Alors, je vous propose de changer de caméra. Hop, que je trouve la bonne. Voilà. Donc là, vous devez me voir, normalement, dans le volume. Donc ici, à ma gauche, on a la forme 3 classique, donc qui est en cours d'impression dans cette solution, avec du coup un type de plateau. Donc on était à 14 cm par 14 sur la surface ici. Du coup, à ma droite, la forme 3L. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur le même gabarit d'impression. On a donc une imprimante résine grand format, là très clairement, avec du coup un volume d'impression. Donc je vais vous ouvrir le capot. Avec du coup un volume d'impression beaucoup plus important. On est sur du 30 cm par 20 cm par 33 cm de haut. Pour vous montrer la différence, le premier plateau, il était là, d'accord? Et donc, le deuxième plateau d'impression, voilà, c'est comme ça. OK. En termes de volume d'impression, donc là, ici, les bus qui ont été imprimés, ça vous montre un petit peu la hauteur d'impression qu'on peut faire sur cette technologie. D'accord? Voilà un petit peu le plateau. Alors, il a l'air lourd, mais en fait, il n'est pas si lourd. Moi aussi, au début, quand j'avais vu les premières vidéos, j'ai cru qu'il était lourd, mais il se manipule très bien. Voici pour le plateau d'impression. Donc, on se rend bien compte qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus important, tout en gardant finalement exactement la précision qu'on avait sur la forme 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant sur cette technologie-là. Je vais venir un petit peu dans les détails. On a aussi donc le bac, un bac aussi qui peut s'enlever et se changer facilement. Dans les technologies forme 3, justement, et donc c'est là où c'est intéressant d'en discuter, c'est que l'objectif de cette technologie, c'est qu'elle puisse être utilisée par tout le monde, sans avoir des spécialistes de l'impression 3D, ou sans avoir et surtout réduire le risque de contamination entre matériaux ou de contamination avec l'opérateur. Ici, on a une technologie finalement assez intéressante. Donc, on a le plateau qu'on vient positionner sur la partie haute. Le plateau va descendre, va aller dans le bac. Le bac donc est plein d'un certain type de matériaux. Si on veut changer ce type de matériau, on peut retirer le bac qui est ici et le changer par un autre bac pour ne pas contaminer les deux bacs. D'accord? Donc finalement, on a un bac qui est dédié à un matériau et on peut du coup interchanger sans temps de nettoyage du plateau. C'est ça l'idée. Tout à fait. Du bac, pardon. Tout à fait, sachant que les bacs sont du coup, ils ont une petite puce qui permet de savoir le nombre d'impressions faites avec ce bac-là, le type de matériau dans le bac. Donc dès qu'on le branche, en fait, on a l'information matériau qui va s'afficher. Et pareil, en fait, ce qui est nouveau dans la forme 3L, c'est qu'on a aussi une puce au niveau du plateau pour savoir le nombre d'impressions réalisées, le type de matériau utilisé avec ce plateau-là. Donc on a aussi toute une traçabilité sur ces technologies-là. Autre élément intéressant aussi, pour rester un petit peu dans la forme 3, les cartouches utilisées dans la forme 3 peuvent être utilisées dans la forme 3L. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent déjà les formes 3, donc on a ces types de cartouches-là, qui sont très facilement manipulables. Sur la forme 3, on les glisse derrière, donc c'est juste un clip, et puis après on ouvre la petite valve pour faire entrer l'air, comme ça la résine peut descendre et s'évacuer. D'accord ? Et quand on ne veut pas l'utiliser, on reprend la cartouche et on la range. Donc c'est très facile à utiliser, d'accord? Là, la forme 3, on a quand même sur quelque chose d'un peu plus grand. Alors je vais changer de caméra pour vous montrer un peu mieux. Tac, tac, tac. Là, ça va plutôt être celui-là. Voilà. Ici, je vais prendre la caméra. Vous allez m'accompagner. Voilà, tu nous emmènes où, François, là? Alors là, vous voyez ce que je vous montre ou pas? Ça va? Oui, parfait. Très bien. Alors du coup, donc là, vous avez deux cartouches ici qui sont positionnées sur le côté de la forme 3L. L'idée, c'est quoi? C'est dans ces cartouches, c'est que on a exactement les mêmes, encore une fois, que la forme 3, sauf qu'en en ayant deux, donc on va utiliser les deux cartouches au début lors du remplissage d'impression pour que justement le remplissage du niveau 0 du plateau soit un peu plus rapide.
Mais une fois qu'on est en production, la machine va utiliser une cartouche après l'autre. Donc ça veut dire que si on arrive en fin de cartouche, on n'a plus qu'à la retirer, la machine va automatiquement passer à la cartouche numéro 2 et vous pourrez la remplacer par une nouvelle cartouche. C'est-à-dire qu'on peut envisager du coup des pièces de très gros volume. Tout à fait. Tout à fait. Je repositionne la caméra. Je vais revenir ici. Hop. Alors du coup, peut-être je vais faire une question un peu sur les cartouches. L'idée, c'est quoi en fait? C'est qu'il y a une cartouche, un consommable. On peut mettre ce qu'on veut dans la machine? Alors, la machine, donc vous pouvez mettre seulement les consommables Formlabs. Donc c'est ce qu'on appelle une machine dite fermée, c'est-à-dire que Formlabs a fait le choix de justement pouvoir cadrer en gros l'impression sur la technologie. Donc il y a deux grandes écoles, hein, ceux qui veulent développer leurs paramètres et ceux qui veulent pas se poser de questions en gros et utiliser les paramètres du fabricant. Donc Formlabs se positionne sur ces éléments-là. Encore une fois, le but c'est pas de faire du développement, mais c'est de pouvoir l'utiliser le plus facilement possible. Et encore une fois, si on veut être dans cet objectif-là, ben, si on suit exactement ce que préconise Formlabs, on aura la solution. D'accord? Donc là, c'est exactement ce qu'on a là. On a une cartouche Formlabs pour une machine Formlabs. Et après, par contre, tous les matériaux développés par Formlabs sont utilisables sur cette technologie. Voilà une petite image de la taille de pièces qu'on peut obtenir. Je vous les ai montrées. L'idée, c'est quoi? C'est que du coup, on a une machine qui propose un grand volume avec une très bonne précision. D'accord? Attention aussi, hein, souvent on parle, qui dit grande pièce dit contrainte interne. Alors c'est vrai, il y en a. Donc l'enceinte est contrôlée en température et légèrement chauffée pour justement limiter ces contraintes thermiques à l'intérieur de la pièce, parce qu'on en a forcément. Donc on a bien un volume 5 fois supérieur à la forme 3, donc classique. On peut faire du coup, grâce à ça, des petites séries, que ce soit des petites pièces ou de grandes pièces. Là ici, je vous ai mis un exemple. Là, c'est des protos de ventilateurs. On a 65 pièces, on a une impression de 22 heures et du coup 2 € par pièce de matière dépensée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant en termes de petite production de pièces avec surtout une très bonne précision de rendu de pièces. D'accord. Autre élément intéressant, donc le choix de résine évidemment. Changement de matériau quelques minutes et distribution automatique de résine, c'est ce que je vous expliquais. Donc c'est encore une fois, si on veut changer de matériau, c'est vraiment quelques minutes de changement et très facile d'utilisation. Je vous ai mis un petit focus sur la forme 3LBL ou LB, je ne sais plus exactement. C'est la version du coup médicale, donc avec justement un plateau en inox, des éléments qui permettent d'imprimer des matériaux biocompatibles. Donc là, on y reviendra justement cet après-midi pour l'aspect justement médical et notamment dans le dentaire, avec du coup comparé à une forme 3B, donc qui était la forme 3 classique pour le médical, on imprime 8 modèles. Là, le même type de modèle, on imprime 48 modèles. Dans les types de matériaux compatibles sur cette technologie, c'est donc comme je vous disais tous les matériaux Formlabs. On a des matériaux plutôt standards avec des matériaux de prototypage. Qui permettent d'imprimer rapidement des pièces. On a des matériaux évidemment médicaux. On a des matériaux orientés dans le dentaire parce que finalement l'application principale de ces technologies résine sont le dentaire et ce que vous avez en dessous, tout ce qui est joaillerie. Ça, c'est les deux grands secteurs qui vont utiliser ces technologies-là. Donc c'est pour ça qu'on a des résines spécifiques là-dessus, notamment des résines dites castables. C'est des résines qui vont après être utilisées en cire perdue, donc qui vont être après fondues dans des moules pour ensuite couler du métal. Et on a des résines aussi techniques, c'est pas que des pièces cassantes. En fait, on avait un peu une réputation de réalisation de pièces avec des résines qui, du coup, ont une mauvaise tenue mécanique. Alors, c'est plus vrai maintenant. On a des résines avec de très fortes résistances mécaniques. On a des résines qui tiennent à plus de 250 ou 280 degrés de température, donc qui pourraient être typiquement utilisées pour des moules. On a des résines très souples, par exemple l'élastique 50A, c'est un petit arbre. Quand je le prends, je le plie en deux à la main sans problème et il revient dans sa. C'est vraiment un type de caoutchouc. Voilà. Donc on a vraiment différents types de résines. Il y a quand même un bon choix ici présent. Je continue. Tout ce qui est post-traitement, sur la forme 3, vous aviez ce qu'on appelait la forme wash et la forme cure, parce qu'il faut savoir qu'en post-traitement, on a bien des pièces sur un plateau avec les supports, vous avez vu les photos. Il faut donc nettoyer la résine qui n'a pas été solidifiée, donc on la passe dans la forme wash, donc c'est
une machine pleine d'alcool et du coup qui vient faire bouger l'alcool et avec du coup des micro-vibrations, on va donc retirer l'alcool dans tous les espaces de la pièce. Une fois que c'est fait, on ressort le plateau, on décoche la pièce à la main, donc il faut pouvoir la retirer à la main par contre. Et après, on la passe dans un form cure. Donc c'est finalement la finition des pièces, c'est-à-dire qu'on va les polymériser, encore une fois, mais avec des lumières UV, dans un espace donc en dehors du bain, pour vraiment finir la polymérisation du matériau. Et c'est vraiment comme ça qu'on obtient les caractéristiques finales du matériau. Donc ça, c'est deux éléments importants. Et Formlabs propose donc deux solutions pour la forme 3. Par contre, pour la forme 3L, elles n'ont pas encore été créées, elles sont en cours de conception et arriveront d'ici 2021. Encore une fois, on a vraiment agrandi le volume de production. Quelques exemples d'applications, un exemple comme tant d'autres, Optimus, donc c'est des voitures électriques sans chauffeur ou avec chauffeur. Et surtout, en fait, ils ont fait des pièces de prototypage, des boîtiers, des boîtiers de phare, des boîtiers d'écriteaux, voilà, tous ces petits éléments de la voiture. Donc là, on voit un exemple, hein, on voit bien voilà, tous les supports utilisés et les petites pièces qui ont été imprimées. Alors, ce qui était intéressant sur cet exemple, c'est que ce sont un peu des bêta-testeurs, hein, Optimus Prime, puisqu'ils étaient déjà utilisateurs de technologie résine. Ils étaient convaincus par le fait d'utiliser ça pour leur proto par rapport aux états de surface, surtout, pour vraiment être proche du produit fini. Mais ils se retrouvaient à passer beaucoup de temps. Alors, il y avait le temps d'impression qui était important parce qu'ils devaient en fait, faire une technique d'assemblage. Ils prenaient plusieurs pièces qu'ils allaient assembler. Mais c'est surtout le temps, effectivement, de maquettage qui était après l'impression. C'était d'assembler tous ces éléments, de les coller, de faire des ponçages, faire tous ces ajustements qui finalement a fait qu'ils se sont intéressés à la forme 3L en premier. Ce sont des bêta-testeurs de cette technologie pour pouvoir gagner du temps et sortir directement la pièce dans la bonne dimension. Ouais. Black Diamond, un autre bêta-testeur aussi, qui du coup réalisait ses protos en grandeur nature pour notamment, là c'est des pelles quand on fait du ski de randonnée pour justement sortir les personnes de la neige si on a des avalanches. Donc voilà ces pelles qui, elles ont été, donc le manche plus la pelle a été imprimé en une seule fois dans le volume d'impression. On a eu voilà, 52 heures d'impression pour 79 € de coût total du prototype. En coût chez le prestataire, c'était 360 € normalement pour fabriquer un prototype. Donc on a bien ici un vrai gain en termes de prototypage. Ici le casque, donc 8 heures d'impression pour celui-là, avec une résine dite draft, donc qui permet justement d'imprimer plus rapidement. Donc là on voit les éléments hein, ici imprimés sur le plateau. Là vous vous dites c'est très complexe tout ce qui est support. En fait, Formlabs a créé un logiciel qui vous accompagne totalement, c'est-à-dire qu'il vous propose une orientation automatique des pièces, qui vous propose des mises en place automatiques de support en quelques clics. Donc finalement, le lancement d'une impression, alors il est toujours important d'avoir quand même quelques connaissances, hein, ça ne se fait pas non plus tout seul, mais on est vraiment accompagné pour tout ce qui est logiciel. Alors du coup, François, est-ce qu'on a encore une petite minute avant, ou peut-être même quelques minutes avant de passer aux questions de ceux qui nous suivent? Est-ce qu'on pourrait peut-être revoir un peu cette chaîne de travail? Si on reprend un projet de départ, j'ai un fichier 3D, comment ça se passe? Quand on parlait d'écosystème, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle, je vais me remettre parce que ça va être plus simple. Moi, j'aime bien parler avec les gestes, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand on parle de chaîne de fabrication, en termes d'écosystème, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la conception, d'accord? On va créer le logiciel, ça, je l'aborderai après. On a du coup, après, tout ce qui est transfert de fichiers avec un fichier dit STL. Et ensuite, ce fichier, on va passer dans le logiciel de préparation, qui est le logiciel Formlabs, qui s'appelle Préform. Je vais l'introduire tout à l'heure. Ce logiciel-là, il va vous permettre d'orienter la pièce, de mettre les supports en quelques clics. Et ensuite, ces supports, une fois que tout est mis en place, vous avez donc une pièce virtuellement positionnée sur le plateau. Vous pouvez le transférer automatiquement depuis votre PC à la machine, qui est reliée au réseau Internet. Une fois que le fichier est sur la machine, vous le sélectionnez dans la liste et vous pouvez le lancer. Donc, la machine vous dira, attention, si jamais vous avez dit cette pièce va être imprimée avec le matériau, je ne sais pas, Clear, par exemple, la machine vous dira, attention, là, d'après les puces, j'ai un plateau qui utilise une autre résine. Donc, à ce moment-là, il faudra changer les plateaux, changer les réservoirs, éventuellement changer le plateau d'impression. Et donc, après, une fois que tout est mis en place pour la Clear, et ben, on peut lancer l'impression.
Le remplissage se fait automatiquement. On a un petit racleur qui vient brasser la résine pour justement qu'elle soit bien répartie et surtout bien mélangée, bien homogène. Et ensuite, donc l'impression est lancée. On vient la récupérer le plateau en sortie d'impression, donc le plateau qu'on a ici. Là, on vient passer, donc normalement, en 2021, on aura la machine, mais pour l'instant, on sort ça, on les décoche et on les nettoie à la main. Mais sinon, on les positionne directement dans la machine de nettoyage. On les décoche, on les positionne dans la machine de finition et ensuite on a les pièces. Voilà. Donc après, suivant le nombre de supports, on a toujours un petit peu de finition à faire, hein, mais donc il y a un petit peu de ponçage éventuellement pour certaines pièces. Et comment est déterminé? C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'il y a un temps de nettoyage et un temps de cuisson. C'est prévu à l'avance? C'est l'utilisateur qui définit ça? Alors, on voit un peu flou là. Non, justement, tout est défini là-dedans. Donc, si je prends la clear, par exemple, vous aurez dans les données Formlabs, pour la clear, vous aurez un temps de nettoyage préconisé et un temps de finition avec les UV préconisés. Donc, vous êtes accompagné du début à la fin jusqu'à l'obtention de votre pièce finale. Donc, c'est les boîtes noires qu'on aperçoit derrière toi. Donc, C'est ça. OK. C'est là. Donc, Les deux petites boîtes noires ici. donc, une partie nettoyage et une partie cuisson. Alors, du coup, on avait une question, et c'est peut-être le moment de rebondir sur ce qui a été demandé. Comment on fait quand on a lancé une impression sur un matériau transparent, par exemple, et que je veux utiliser un matériau dit TOF pour faire une pièce plus résistante? Je dois changer de plateau. Comment ça se passe? Est-ce que je dois vider mon plateau? Alors, il me semble que tu as des exemples de plateaux qui ont été changés sur la forme 3. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Hop. Voilà, je prends le plateau. Là, c'est la forme 3. D'accord. Ici, vous avez ce qu'on appelle des bacs avec les plateaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un plateau par matériau. C'est pas comme les petites machines d'entrée de gamme où on peut finalement les nettoyer, même si on risque d'en laisser un petit peu. Là, ici, c'est un plateau par matériau avec une puce. On peut pas changer de matériau sur un plateau, c'est pas possible. D'accord. Sachant d'autant plus qu'ils sont Et très donc là, ce qu'on compliqués à voit, nettoyer. c'est quoi? C'est le plateau ou Donc, autre non, chose? là, ce qu'on voit, c'est uniquement la boîte dans laquelle ranger le plateau de la forme 3. Donc, on a le même type de boîte pour la forme 3L. D'accord? Donc, j'ai plus qu'à sortir le plateau comme je l'avais fait tout à l'heure pour la forme 3L. Je le mets dans un bac, je mets un élément dessus pour la protéger et je le mets justement, j'ai un mois de rangement. Je sors le plateau en question pour la nouvelle matière et je lance l'impression comme ça. Voilà. Mais c'est bien Alors, un ça veut plateau dire que de matière concrètement, là-dessus. concrètement, ça veut dire que là, ce plateau, par exemple, c'est une résine d'une autre nature. On va pouvoir la ressortir. Elle est protégée, c'est ça? Oui, Elle peut tout se à fait. conserver de cette manière? Tout à fait. Elle est protégée et conservée là-dedans. Vous avez quand même une durée de vie préconisée par Formlabs sur ces plateaux. Vous pouvez forcer hein, l'impression malgré les préconisations de la machine. Donc elle sait exactement la durée de vie et le nombre d'impressions sur ce plateau grâce à la puce. Vous pouvez forcer, mais après vous prenez des risques éventuellement que le plateau soit abîmé, que la résine vienne couler à l'intérieur de la machine. Et alors là, si ça commence à couler, ça va sur le système de laser et donc vous risquez d'avoir des soucis. Alors, du coup, j'espère que ça a répondu un petit peu à la question du coup, concernant les bacs. OK. Bah, merci François pour cette explication complémentaire. Alors, du coup, peut-être avant de passer aux questions qui, j'espère, seront nombreuses, je vous rappelle que, du coup, François, comme je l'ai précisé au début, vous accompagne en formation donc, dans nos centres, aussi en accompagnement sur mesure. Je tiens aussi à vous préciser que aujourd'hui, l'impression 3D, on l'a un peu entreaperçu ce matin et là avec de nombreuses applications. C'est quelque chose on le sent, apporte de l'innovation dans l'entreprise, vient se nicher là où, par exemple, il y a des problèmes de maintenance, de stockage, de supply chain, enfin, pas mal de sujets où on a des attentes par rapport à l'impression 3D et dans ce sens, il y a des véritables encouragements à l'équipement de ces machines au sein des entreprises. Donc, j'en cite deux, mais on est bien sûr disponible pour vous expliquer davantage par rapport à ces accompagnements. Ce sont notamment le suramortissement pour ceux qui font des investissements de machines et qui pourront défiscaliser. Et très récemment, un plan qui a été très important, le plan France Relance suite à cette crise sanitaire et qui vous encourage et vous pouvez obtenir des subventions pour
intégrer ces procédés pour améliorer votre productivité, vos prototypes et vos outillages notamment. Alors, ce ne sont pas les seuls encouragements. Vous pouvez aussi bénéficier aujourd'hui de formations pour appréhender ces technologies, vous aider à mettre en place vos workflows, vos process de travail adaptés à votre activité. Et pour ça, vous avez des formations qui sont dispensées dans ce sens et il y a des aides qui sont tout à fait adaptées. Alors, quel type de formations sont proposées aujourd'hui? De l'accompagnement sur mesure pour répondre à votre problématique directement, mais aussi des formats un peu plus, on va dire, formatés, notamment dans nos centres à Paris ou à Lyon, mais également, vous l'avez vu, François, depuis le Lab F3DF, où on peut intervenir dans les meilleures conditions sans vous ayez à vous déplacer. Alors, du coup, je vous propose de prendre vos questions. Il y en a quelques-unes qui ont été posées, on en a répondu en partie, mais n'hésitez pas à la reposer si on n'a pas eu le temps de la traiter ou d'envoyer de nouvelles questions pendant que nous sommes avec vous. Alors, on a une question d'Anthony, je la prends au fil de l'eau. Alors, quand on fait l'acquisition d'une machine, faut-il un bon kit de consommables pour démarrer? Alors, un gros kit de consommables, en fait, si on a la forme 3L, il faut deux cartouches de réservoir. Si vous avez la forme 3 classique, une cartouche suffit. D'accord. Alors, la question était peut-être plutôt dans le sens, est-ce qu'il faut avoir une panoplie de consommables pour bien démarrer? J'ai l'impression que c'était plutôt ça la question. Ah, et en termes d'expérience, moi je dirais que si vous devez commencer par un consommable, commencez par le clear transparent. C'est le consommable entre guillemets basique, classique, qui vous permettra de bien appréhender la technologie et de comprendre un petit peu justement le fonctionnement du logiciel et surtout l'accroche support pièce qui est extrêmement important dans ce genre de technologie. Commencez déjà par les résines basiques. Après, vous passerez seulement aux autres résines si vous avez des applications spécifiques. Parce qu'après, il y a aussi une question de coût en termes de résine. Chaque résine a un coût bien spécifique, évidemment, et vous n'aurez pas les mêmes coûts entre une résine basique et une résine technique. Alors, du coup, la question toujours, voilà, est-ce qu'il faut donc prévoir un plateau pour chaque résine? Alors, je crois qu'on y a un petit peu répondu, mais oui, en effet, c'est ça. Il faut dédier un plateau à une résine. Alors, ça, je veux dire, c'est pas uniquement Formlabs. Hein, je crois que c'est vraiment une recommandation globale chez les fabricants d'imprimantes résine. Il est fortement conseillé de ne pas faire de mélange, même si c'est parfois des résidus qui pourraient endommager ou en tout cas altérer la qualité de l'impression. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, si vous manipulez des résines liquides, donc il y a aussi, je n'ai pas parlé de l'environnement de travail, je pourrais en parler, mais voilà, c'est quand même un environnement à prévoir et surtout des équipements de sécurité à avoir. Et donc, la résine reste encore une fois liquide et peut contaminer plein d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'en termes de nettoyage, quand vous faites des impressions entre guillemets plutôt basiques avec des technologies accessibles, vous nettoyez le bac et vous mettez d'autres résines, ça se comprend, il n'y a pas de besoin particulier. Si par contre vous avez des besoins très techniques avec un suivi sur les matériaux et une garantie sur les matériaux, ça va commencer à être compliqué de vous pouvoir garantir la santé matériaux si vous nettoyez le plateau, mais vous ne savez jamais s'il en reste un petit peu. Là, vous garantissez une santé matériaux en optimisant un plateau par matériau. Alors du coup, je crois qu'il y a une question de Laurent qui rebondit un peu sur ça. En termes d'environnement de travail, rapidement, parce que j'imagine que ça fait l'objet d'une compétence à part entière, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à prendre autour de l'environnement de travail? On voit une hausse aspirante derrière toi. Quelles sont un peu les grandes règles? Alors peut-être tu peux passer en grand écran, comme ça on peut. Alors je vais peut-être repasser en grand écran. Voilà. Allez, super. Juste pour vous montrer, vous voyez des petits panneaux partout là autour. Donc en termes d'aménagement de travail, oui, c'est important d'avoir un aménagement dédié en fait pour les machines. Vous avez une résine qui est du coup toxique, d'accord? Donc que ce soit au toucher de la peau, que ce soit à la respiration, d'accord? Donc il faut prévoir d'avoir un espace qui puisse être aéré. Il faut pouvoir prévoir d'avoir des éléments de protection, que ce soit masque ou gants, voire lunettes, d'accord? Donc vous avez tous ces éléments à pouvoir. Il faut donc un espace qui puisse facilement être nettoyé.
je parle de ces technologies-là, moi, je parle à la fin, on fait presque de la vaisselle, hein. Tous les outillages, il faut bien les nettoyer. Ben, écoutez, il faut prévoir ces éléments-là. Il faut prévoir un espace, en gros, de sortie de matière quand on sort la pièce, elle est contaminée. Donc, il faut prévoir un espace, une espèce de zone dédiée. Puis après, une zone pour la pièce finie et propre. Donc voilà, il y a tout un espace à organiser autour. Et c'est aussi ça qui freine un petit peu l'utilisation de la résine par rapport au FDM. C'est toute cette complexité qui vient autour de la machine. Et on va pas mettre cette machine dans notre salon, c'est évident. Donc, alors que certains FDM la mettent dans un coin du salon et envoient des impressions, ça se fait très bien. Et ben, en résine, c'est pas le cas. Alors, logiquement, en FDM, ça ne devrait pas être le cas non plus, mais on va dire que la résine est encore peut-être sur lequel il y a un peu de méconnaissance. Je dirais que c'est parfois aussi sur cet aspect-là, il n'y a pas forcément l'information clairement indiquée que ça peut être finalement dangereux pour l'opérateur ou pour l'environnement de travail. Que ce soit en FDM ou en résine, je vais me mettre là parce qu'en fait, c'est un peu fou. Que ce soit en FDM ou en résine, vous avez ce qu'on appelle les fiches de sécurité. Donc ça, on les voit ensemble pendant mes formations, les FDS. Et sur ces FDS, vous avez donc toutes les préconisations de stockage des matières, de positionnement de la matière, de recyclage et tout ce que ça peut induire comme risque pour l'humain. Tout est marqué dessus. Alors, du coup, c'est vrai que c'est aussi un peu peut-être le côté innovant de Formlabs, puisque là, quand je vois les questions qui sont posées, le post-traitement, c'est-à-dire que pour éviter la manipulation, là, on voit que le plateau, en fait, est sorti de machine, il est directement positionné dans le nettoyeur. Et après, on travaille dans une zone où il n'y a plus de résine, ou en tout cas, moins de résidus de résine, c'est ça? Ouais. Si je vous prends, je vais vous changer de caméra, vous allez m'accompagner. Hop. Si je prends la caméra, imaginons que je sorte le plateau de la machine. J'ai le plateau ici, je le sors, d'accord? Alors, logiquement, tu aurais des gants, des lunettes et un masque. Hein, donc là, j'aurais gants, masque, lunettes. On est bien d'accord, je suis pas comme ça. Donc là, je vais sur la machine, j'appuie sur Open. J'ai l'élément, donc j'ai juste récupéré le plateau d'ici, je le transfère sur la nouvelle machine, je le positionne. Hop. Voilà. Je le positionne. Donc là, je vais le ressortir pour vous montrer la suite. Et après, je fais slip. Donc ça redescend et ça lance automatiquement le cycle de nettoyage. Donc là tu n'as pas touché de la pièce. On est d'accord. Non, là, je n'ai pas touché la pièce. Donc la pièce sort relativement propre. Si jamais il y en a des finitions de nettoyage, on peut passer au petit bac manuel. C'est toujours important d'en avoir des petits bacs ici. D'accord? Donc à ce moment-là, on la décoche. On retire les supports si besoin. Alors ça, encore une fois, ça dépendra des applications. Et après, on la passe dans le form cure. Donc c'est cet élément-là qui vient du coup permettre de finir la pièce. Donc on a un plateau chauffant et tournant et on a des lumières du coup qui vont éclairer la pièce. Donc on peut monter en température. Voilà. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais on peut monter en température et ensuite on a un cycle d'une certaine longueur, d'une certaine durée, pardon. Et cette durée va être du coup préconisée par le fabricant Formlabs en fonction des matériaux. Donc là, c'est une cuisson UV, c'est ça? Ça permet de finaliser la pièce. Et cette étape, elle est indispensable? Cette étape est indispensable. Si vous voulez garantir la tenue mécanique qui est justement vendue quand vous achetez une matière, vous avez donc les fiches techniques avec les caractéristiques mécaniques. Vous aurez, en fait, c'est assez bien fait avec Formlabs, vous avez les caractéristiques mécaniques avant et après finition aux UV. Et vous allez voir que vous gagnez 20, 30 à 40% parfois d'autonomie mécanique sur cette finition-là, justement. D'accord. Alors, du coup, on a des questions très précises de Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles, du coup, merci d'être avec nous. Je vois qu'il y a une question concernant les supports. Est-ce que les supports sont à l'intérieur des canaux? Alors, je pense que c'est dans le cas où, justement, il y a des conduits à l'intérieur de la pièce. Et question à tiroir, puisqu'il y a aussi, est-ce que ce sont des matériaux recyclables? Et même encore un autre tiroir. Super, merci Jean-Charles. On a 3 questions, alors on va essayer de les traiter au fur et à mesure, avec aussi la question des lasers. Si on pourra refaire une passe dessus, ça serait super. Alors, donc, premier temps, est-ce que les canaux ont besoin de support? Là, ça va dépendre. Donc, ça va être dans le chapitre conception qu'on verra cet après-midi, mais je peux l'introduire un petit peu. Ça va complètement dépendre de l'orientation des canaux en question et du coup, éventuellement, de leur conception. On n'est pas obligé, si jamais on a un fluide à faire passer par des canaux, est-ce que ce canot doit être parfaitement rond ou est-ce qu'il peut pas avoir une petite pointe vers le haut pour justement permettre d'être auto-supporté? Voilà, tous ces éléments-là qui influent sur la tenue et la bonne réalisation de ce canot. Ainsi que la taille des canaux. On se réfère tout ça, c'est dans les au design contraintes de guide. conception. D'accord. Alors, du coup, il faut qu'on se retrouve. Alors, on doit patienter un tout petit peu, mais on doit se retrouver donc à 17h30 pour en savoir plus sur le côté design deadline.
tout à fait. Merci du coup, Pour les Jean-Charles. matériaux La deuxième recyclables, question, oui, tout à fait. Est-ce ça, qu'on est dans le cadre de matériaux recyclables? non, non. Vous êtes dans des thermodurcissables. Donc, les thermodurcissables, on a un changement d'état, d'accord? On n'est pas dans les thermoplastiques comme typiquement le FDM, donc c'est l'extrusion de matière. Ça veut dire que le matériau qui est sorti de la machine, on ne peut pas le refondre, entre guillemets. On ne peut que le brûler, d'accord? Donc, vous n'êtes pas sur des matériaux recyclables en tant que tels, si ce n'est qu'ils pourraient être brûlés après, par la suite. Voilà. Dans son état liquide, ce matériau-là, attention, on ne peut pas le jeter n'importe comment. Ce sont des matériaux donc, qui ne peuvent pas être jetés dans les éviers ou j'en sais rien. Il faut bien positionner les cartouches ou les éléments contaminés qu'on veut jeter. Et ben ensuite, on les met dans des déchetteries. Et donc ça, il ne faut pas le mettre dans les poubelles classiques. Alors, du coup, alors, il y a plusieurs questions qui arrivent. Alors, il nous reste encore 5 petites minutes pour terminer ça. Alors, il y a plein de questions très intéressantes. Alors, ce que je vous propose, si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, je vous rappelle qu'on peut se retrouver aussi en rendez-vous individualisé si vous avez des projets ou justement des questions un peu plus précises. Je vous repartagerai le lien. Je vais le faire tout de suite. Alors, on a aussi une question très intéressante qui côté équipement. Alors là, encore, c'est pareil, c'est un peu au cas par cas, mais en effet, lorsqu'on s'équipe d'une imprimante, je dirais qu'il faut prendre en compte dans votre projet un ensemble d'éléments. Donc là, oui, en effet, il y a l'imprimante, il y a une station de nettoyage et une station de cuisson. Ça, c'est essentiel. Et puis, autour de ça, par rapport aux consommables, oui, si vous êtes sur du grand format, c'est mieux d'avoir plusieurs cartouches pour un même consommable, de manière à ce que si vous êtes dans une logique de série ou de grande pièce, vous puissiez vous dire, voilà, je ne suis pas, l'imprimante ne s'arrête pas parce que je suis en manque de consommables. Vous pouvez simplement remplacer une cartouche pendant l'impression et elle se conserve bien. Vous l'avez vu, les cartouches sont fermées, donc c'est assez facile à stocker, c'est assez propre à stocker. Donc oui, vous pouvez garder différentes consommables de votre côté. Et de la même manière, des bacs dédiés à chaque matière. Ces bacs-là peuvent être effectivement interchangeables, rangés, comme nous l'a montré François tout à l'heure. Donc oui, si vous voulez commencer dans les bonnes conditions, il faut prévoir bac consommable, un petit peu d'avance. Et pour rebondir rapidement sur une question, est-ce que le laser a une durée de vie? Je dirais même, est-ce que du coup c'est une pièce qui peut être changée tout simplement? Alors vous avez en fait des packs de maintenance qui vont vous permettre de changer, des packs de maintenance avec le Formlab justement qui vont vous permettre de changer des éléments. Donc le laser en fait c'est juste une unité, comme je vous le disais sur un chariot. Donc en fait il peut tout à fait être changé facilement. Il vous en renvoie un. En termes de durée de vie, je pourrais pas vous le donner comme information parce que je le sais pas tout simplement. Il faudrait qu'on le demande à Formlab. Mais ce kit est tout à fait changeable. Ouais. Très bien. Alors, du coup, alors encore d'autres questions. Alors, en termes de tarification, est-ce qu'on a des éléments de tarif par rapport à la Forme 3 L, par exemple? Ouais. Ou même peut-être ce que nous a montré, Forme 3 L? Forme 3, donc machine seule, on est à peu près 3 700 € hors taxe. Machine avec tous les éléments de finition, on est plutôt vers 5 000, 5 500 €. Forme L, la machine seule, on est environ à 10 000 € hors taxe. Après, juste petite parenthèse, sur une machine avec un volume comme ça et une précision, dans le commerce, vous faites un x5, x10 normalement. Donc voilà, juste pour se remettre un petit peu aussi dans la gamme de prix. Mais voilà, donc 10 000 € hors taxe. Pour la partie médicale de cette forme 3L, on est plutôt autour des 12 000 €. Après, pour les résines, les prix varient grandement. On peut être à 100 € le litre et on peut atteindre les 350 € le litre suivant les résines. Oui, après, c'est qu'il y a des résines très spécifiques, très techniques qui apparaissent régulièrement. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'une fois qu'elle est qualifiée, elle est proposée en utilisation constante.